C'est un grand honneur de prendre ce soir la parole devant vous au sujet d'élections. Donc, effectivement, on va parler ensemble autour de ce qui s'est passé le 1er mars à Téhéran et dans tout le pays iranien. Il n'y a pas eu d'élection en Iran le 1er mars. Alors vous allez me dire, écoutez, Gérard Vespierre, vous êtes apparemment un homme sérieux, on vous connaît depuis plusieurs années, votre sujet d'intervention, ce sont les élections en Iran, et vous nous dites, d'entrée de jeu, il n'y a pas eu d'élection en Iran le 1er mars. Voulez-vous vous reprendre ? Je ne me reprendrai pas et je confirmerai, il n'y a pas eu d'élection en Iran le 1er mars. Parce que voyez-vous, chers amis, en français ou en persan, en farsi, les mots ont un sens. Les mots ont un sens. Et donc, la désinformation qui nous réunit aujourd'hui ce soir, commence par le vol des mots. On nous vole nos mots, beaucoup. Donc, une élection, n'est-ce pas? Cela repose fondamentalement sur l'état de droit. S'il n'y a pas d'état de droit dans un pays, il ne peut pas y avoir d'élection. Oh, il peut y avoir des scrutins, il peut y avoir toute autre chose d'opération, mais il ne peut pas y avoir d'élection. Réfléchissons ensemble. L'élection demande, requiert, exige une liberté d'opinion, une liberté d'expression de cette opinion. Est-ce que nous avons ça au Kremlin, à Moscou ou à Téhéran? Non. L'élection, deuxièmement, elle requiert la liberté de candidature. Moi, je suis candidat, je veux me présenter. Allez-y, chère madame, cher monsieur. En Iran, l'ancien président de la République, Rouhani, n'a pas pu se présenter à l'élection du Conseil des experts. Donc, nous marchons sur la tête, n'est-ce pas? Et troisièmement, l'état de droit requiert le contrôle dans une élection. Il peut y avoir des fraudes, il peut y avoir des erreurs, donc il faut avoir la possibilité d'intervenir et de contrôler en dehors de l'appareil d'État ou pour l'accompagner. Donc, que ce soit en Russie ou en Iran, et là nous nous occupons du 1er mars et non pas du 17, il ne peut pas y avoir un usage de notre part, nous, démocrates. C'est une expression fondamentale de la charte du CNRI. Nous ne pouvons pas, nous n'avons pas le droit, et il faut le faire savoir auprès des médias et auprès des relais politiques, nous n'avons pas le droit d'utiliser le terme d'élection. Parce que si vous utilisez ça, ça veut dire que vous videz le mot élection de son sens. Et vous donnez... Il faut connaître une parole fondamentale qui a été prononcée à Moscou. Vous voyez, il y a toujours ce parallèle. Au mois de mai l'année dernière, par un homme important, M. Lavrov. M. Lavrov a dit « Nous sommes dans vos têtes beaucoup plus profondément que vous ne le croyez. » Cela veut dire qu'il nous envoie nos mots avec un contenu différent. On fait des élections, mais sans liberté d'opinion. On fait des élections sans liberté de candidature. On fait des élections sans contrôle de la part du peuple et des partis politiques. Donc voyez-vous, c'est là absolument fondamental. Donc il ne faut pas parler d'élections. Nous devons nous discipliner. On peut parler peut-être de scrutin, de référendum, puisqu'il s'agit de dire oui ou non à un candidat. Il n'y a qu'un candidat, pratiquement. Donc ça, c'est fondamental. De confirmation électorale, oui, je confirme que je veux bien de ce monsieur comme représentant, comme député de mon district, ou bien un petit peu d'humour ou de clin d'œil, des lectures, puisqu'on parle
démocrature, n'est-ce pas, de démocratie et de dictature condensée. Donc, électure en démocrature, peut-être, mais en tout cas, il faudra, je pense, pour le futur, nous discipliner complètement dans l'usage de ce mot. Et donc, avec tout le contenu que cela importe. Donc, la désinformation, troisièmement, qui est donc le centre de notre réunion aujourd'hui. Donc la désinformation, elle est totale. On ne s'intéresse même pas aux résultats des candidats. Ça n'a pas d'importance puisque pratiquement il n'y a qu'un seul candidat, celui du parti, celui du guide suprême par secteur politique. Donc, on ne s'intéresse pas aux résultats des candidats. Seul compte le taux de participation qui a été effectivement mis en avant, qui est essentiel pour le pouvoir. Et ça, c'est très important à noter, parce que cette orientation a été donnée par le guide suprême lui-même. Si vous ne votez pas, vous votez pour l'ennemi. Si vous ne votez pas, vous votez pour l'ennemi. Ce sont les mots mêmes de Khamenei. Ce qui est très étonnant, parce que ça veut dire qu'il se mettait lui-même dans l'impasse, n'est-ce pas? Donc, on en reparlera dans quelques instants. Et donc, le chiffre officiel de 41% est absolument déconnecté de la réalité. Il est simplement 1% en dessous du scrutin d'il y a 4 ans. Donc voilà, se dire, vous voyez, pratiquement pas de différence, mais il ne repose sur rien, puisque certains députés à Téhéran ont été élus avec 8% des voix, d'autres à Shiraz avec 5%, et donc des observateurs très systématiques que sont nos amis du CNRI et de l'OMPI présents sur le terrain en Iran, dans 195 ou 14 bureaux de 1941, bureaux de vote, ont pu faire des analyses et des projections qui aboutissent à moins de 10% de participation nationale. Donc on est dans le mensonge. Ce qui est important, c'est de dire, de communiquer des chiffres, 41%, pour ce qui puisse être ensuite relayé, même ici. Le mensonge est diffusé. Donc, en quatrièmement, ce scrutin a de lourdes conséquences pour le régime. Parce que, effectivement, le peuple n'a pas voté. Donc, le peuple qui était présenté comme potentiellement allant vers l'ennemi, ben c'est l'ennemi qui a gagné. Si vous ne votez pas, vous votez pour nos ennemis. Donc, le peuple iranien a voté pour les ennemis du régime. Voilà politiquement ce qu'il faut comprendre, ce qu'il faut agréger, n'est-ce pas? Donc, le pouvoir, à nouveau, a été pris dans le mensonge, avec ce chiffre farfelu de 41%. Et donc, maintenant, d'un côté, il y a le pouvoir religieux, et de l'autre côté, il y a le peuple. Donc, il y a cette séparation. Et cette séparation, elle est pratiquement institutionnalisée maintenant, parce qu'il y a eu un scrutin. Ce n'est pas des racontards de journalistes, ce n'est pas une émission de télévision, c'est un scrutin national où le monde entier a assisté au divorce du peuple ou de la majorité ou de la grande majorité du peuple iranien avec le pouvoir religieux radical. Fantastique nouvelle. Donc, il n'y a aucune amélioration économique et sociale possible dans le futur. Donc, on voit là que nous sommes dans une situation extrême où chaque nouvelle étincelle pourra provoquer une explosion à nouveau sociale. Donc, n'importe quel événement, éventuellement la disparition du guide de 84 ans. Donc, en dernier point, en France, donc effectivement, il y a des groupes d'influence, des think tanks, des experts, et donc des avocats qui sont des avocats d'affaires, très nombreux à Paris,
et qui prospèrent dans le commerce gris entre la France et l'Iran. Donc ces gens-là aussi ont une influence dans tous les cercles, les journalistes et le personnel politique dont on vient de parler. Donc il y a un certain nombre de personnes très connues. Thierry Coville, nous n'avons pas peur de mentionner des noms, de l'IRIS. Bernard Houcane, qui est du CNRS, directeur émérite du CNRS. Et donc ces gens-là sont reçus à la commission des affaires étrangères de l'Assemblée nationale. Ce sont ces gens-là, l'influence. Donc qui colportent bien sûr les résultats effrayants, déconnectés de la réalité des 41%, et aussi, cerise sur le gâteau, du régime iranien, spectateur de la situation au Moyen-Orient. Le régime iranien, bien sûr, n'est pas derrière les Houthis, il n'est pas derrière les Hamas, il n'est pas derrière le Hezbollah, il n'est pas derrière les milices en Irak, il n'est pas derrière les milices, ou même présent directement en Syrie. Il est spectateur, comme ces gens-là sont gentils, hypocrites, mensongers. Donc, mais, avec cette situation nouvelle de séparation et d'opposition maintenant, on peut être séparé, voyez-vous, horizontalement, mais là, on est frontalement opposé en Iran entre le peuple et le régime.